En ce 15 août 2025, nous commémorons les 81 ans du débarquement de Provence, avec la participation du piquet d'honneur de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, dont le chef de piquet assurera les commandements. Dans un premier temps, la montée des couleurs. Dans un deuxième temps, les allocutions de M. Hervé Doué, président de l'Union nationale des combattants, de M. Sébastien Frey, maire de la ville d'Agde, de M. Aurélien Lopez-Ligori, député de l'Hérault, et de M. Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault. Dans un troisième temps, il sera procédé à 5 dépôts de gerbes. Nous clôturerons cette commémoration par les remerciements des autorités dûment désignées, les dépositaires des gerbes, aux porte-drapeaux et aux piquets d'honneur. Chef de piquet au commandement. Attention pour les couloirs. Prêt. Envoyez. Allocution de M. Hervé Doué, président de l'Union nationale des combattants. Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, délégué aux associations patriotiques, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires en vos grades et fonctions, mesdames et messieurs les présidents et représentants des associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, si les batailles sur les planches normandes ont ouvert les portes de la liberté pour la France et l'Europe et sont largement commémorées au niveau national, il n'en est pas de même pour le débarquement de Provence, dont on s'attarde peu dans les livres d'histoire de notre pays. Je remercie M. Sébastien Frey, maire d'Agde, et son conseil municipal de nous rassembler, comme chaque année en ce lieu de la Grande Conque, sous notre drapeau tricolore, pour nous rappeler que des hommes et des femmes sont morts sur cette côte méditerranéenne, afin que nous puissions y vivre en liberté. Le soir du 14 août 1944, les résistants et les forces françaises de l'intérieur, des régions de résistance R1 à R6, reçoivent de la radio BBC Londres plusieurs messages codés pour prévenir du caractère imminent du débarquement, et enfin le très attendu dernier message, le chef est affamé, lançant le début des hostilités. L'opération Anvil Dragoon va commencer. Dès la nuit du 14 au 15 août, les parachutistes et les commandos américains, canadiens, britanniques et français attaquent les points stratégiques de la défense allemande du littoral provençal et en particulier les îles côtières de Port-Cros et du Levant au large d'Hyères. Les forces alliées sont commandées par le général britannique Wilson. Le corps expéditionnaire du général américain Patch est constitué de la 7e armée américaine qui comprend le 6e corps d'armée du général Truscott, la division aéroportée du général Frédéric, mais surtout l'armée B française, placée sous les ordres du général Delatte de Tassigny. Les troupes françaises constituent le contingent le plus important, avec ses 250 000 soldats sur les 350 000 engagés pour ce débarquement. L'armée B compte ainsi 5 divisions d'infanterie, 2 divisions blindées, 2 groupes de tabors marocains, un groupe de commandos, un bataillon de choc, des unités de chars, des unités parachutistes, des troupes dans les services logistiques et d'appui. La marine française participe avec succès au débarquement de Provence par le biais de ses 34 bâtiments français et y débarquent des fusiliers marins. Ces forces françaises sont essentiellement constituées des troupes provenant des colonies africaines, des protectorats du Maroc et de Tunisie ou d'Algérie qui est soumise à la conscription. Elle comprend également des troupes des Outre-mer, des forces militaires de la France libre, des Caraïbes, du Pacifique et de l'Asie. La constitution de l'armée B est la résultante des corps d'armée de France libre
de Français libres qui avaient combattu en Afrique du Nord la campagne de Tunisie en 1942, puis en Corse en 1943 et en Italie en 1944. Le 28 août, Delattre envoie un télégramme au général de Gaulle. Aujourd'hui, J+13, dans le secteur de mon armée, il ne reste plus un Allemand autre que mort ou captif. La Provence est enfin libérée, majoritairement par l'armée B et les résistants français. En débarquant sur nos côtes, ils ont tous su mettre de côté leurs différences religieuses ou sociales, ont combattu ensemble, main dans la main, pour défendre, au péril de leur vie, la nation française. Certains semblent l'avoir oublié aujourd'hui. Leur sacrifice permit la victoire finale, mais le bilan des pertes est effroyable. Notre présence massive pour cette cérémonie démontre notre attachement au service de mémoire vis-à-vis de nos anciens combattants, mais aussi tout notre soutien aux forces de l'ordre, de sécurité et de secours, ainsi qu'à nos militaires qui assurent aujourd'hui notre sécurité au quotidien, en métropole et en Outre-mer, mais aussi en Europe de l'Est. Je remercie le piquet d'honneur de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, au passé prestigieux, qui marque le rapprochement de cette unité d'élite avec notre commune. Enfin, en ce jour où nous commémorons les combattantes et les combattants de la liberté, qui ont donné leur vie pour la France et qui représentent pour nous une référence, un exemple, permettez-moi de remercier Madame Patricia Miralles, notre ministre déléguée à la mémoire et aux anciens combattants, pour la promptitude avec laquelle elle a fait engager les procédures judiciaires face à l'outrage de la tombe du soldat inconnu et au service du ministère de l'Intérieur pour avoir interpellé rapidement cet individu. J'espère qu'entre autres condamnations, celle d'1 euro symbolique au profit du Centre des Monuments Nationaux, qui s'était porté partie civile, permettra le nettoyage de la tombe. Merci à tous pour votre présence et pour le partage et la défense de nos valeurs et de la mémoire. Allocution de M. Sébastien Frey, maire de la ville d'Agde. Mesdames et messieurs les élus, mon lieutenant-colonel, monsieur le commissaire, monsieur le représentant du centre de secours des sapeurs-pompiers d'Agde, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs de la SNSM, chers amis de l'escouade, chers compatriotes, chers amis vacanciers qui venaient pour beaucoup de par-delà les frontières de notre beau pays. Nous sommes réunis face à la Méditerranée pour commémorer ensemble le débarquement qui eut lieu en Provence le 15 août 1944. Nous sommes rassemblés sur ce promontoire, sur cette pointe de terre qui semble défier la mer, pour célébrer le courage. Le courage de jeunes Français, originaires de métropole ou d'outre-mer, qui se sont unis au nom de leur volonté commune et admirable de mettre un terme à l'occupation de notre pays. En ce 15 août 2025, 81 ans plus tard, je vous demande de ne penser qu'à eux et à ce pourquoi ils se sont battus. Nous sommes tous abreuvés d'une information en continu et connectés à des réseaux soi-disant sociaux alimentés bien trop souvent sous couvert de faux comptes ou d'anonymat. Alors, nous est-il possible aujourd'hui d'imaginer le courage qu'il a fallu à ces jeunes hommes pour quitter leur famille et partir rejoindre le général de Gaulle à Londres, les forces françaises libres en Afrique ou les maquis de nos campagnes,
nous est-il possible d'imaginer le courage qu'il leur a fallu? Ces garçons ont trouvé en eux le courage de se battre pour un idéal, pour l'amour de notre pays, pour la fierté d'être libres. Ces garçons ont trouvé en eux le courage de lutter contre la barbarie, au nom de leur propre patronyme et au nom de la nation qui les a réunis comme nous réunissons nos enfants. Ce courage, ils ont été des milliers, des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers, à l'avoir trouvé en eux, dans leur cœur, dans leur ventre, dans leur conscience, dans leurs âmes. Car la République de notre pays savait, hier mieux qu'aujourd'hui, transmettre à ses enfants la force immense que confère le sentiment d'appartenance à une grande nation. Certains de ces garçons sortaient à peine de l'âge de l'adolescence, mais ils avaient tous le même amour pour leur mère patrie. La reconnaissance et la gratitude qu'ils savaient lui devoir. Et la force de caractère acquise qui en a fait des hommes. Je tiens à saluer Pierre Salcedo, qui en 1944 comptait parmi ces jeunes hommes courageux. Il y a un an, il était fait chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Tous les Agatois que je représente sont admiratifs et respectueux de son engagement au service de notre pays. Les jeunes hommes dont Pierre Salcedo faisait partie étaient fiers, immensément fiers d'être français, parce qu'ils étaient conscients d'être les héritiers d'une grande civilisation qui a éclairé tant de peuples du monde. Ils étaient gaullistes, ils étaient communistes, ils étaient socialistes, ils étaient démocrates chrétiens, ils étaient nationalistes, peu importe. Ils aimaient la France et ont su se rassembler fraternellement pour, au-delà de leurs différences, défendre et sauvegarder ce qui les dépassait et qui nous dépassera toujours. La liberté, l'honneur, la grandeur de notre patrie. La grandeur de notre patrie. La 13e demi-brigade de la Légion étrangère que je salue l'a servi avec courage et même esprit de sacrifice. Ce sont les héros de cette unité d'élite qui ont écrit en lettres d'or et de sang la légende de Bir Hakeim et d'El Alamein. Ce sont ces mêmes hommes valeureux qui ont fait partie des premières troupes françaises à débarquer sur les côtes de Provence, puis qui, quelques mois plus tard, ont livré combat dans les Vosges afin de parachever la libération de notre pays. Dimitri Amilakviri, Roger Barbereau, Hubert Germain, Pierre Koenig, Jean Simon, Pierre Mesmer, Jacques de Bollardière. Autant de noms d'hommes qui résonnent dans la mémoire nationale et qui ont été, avec leurs camarades de combat, l'honneur de notre patrie. Vous comprendrez donc que c'est avec une grande fierté, que je ne veux d'ailleurs en aucun cas dissimuler, que les Agatois accueillent chaque année les troupes de cette unité combattante toujours active et toujours prête à défendre notre pays et ses intérêts partout dans le monde. Nous en sommes heureux et nous en sommes fiers. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les temps que nous vivons sont jalonnés de risques nouveaux
et de dangers que certains croyaient pour toujours écartés. Sous des formes différentes, l'impérialisme est de retour. Et il nous faut ne pas nous y tromper. L'impérialisme est prêt à détruire des nations libres pour assouvir son besoin inhérent de domination. Ces dangers, nous ne serons pas en capacité de les affronter si nous ne changeons rien à l'état d'esprit qui est le nôtre. Il nous faut faire la preuve de notre courage. Cette vertu de l'âme qui seule permet de rester libre. Le courage de se remettre en question. Le courage de ne pas se soumettre à la pensée supposée dominante. Le courage de décider. Le courage d'être fort. Et le courage de l'affirmer. Le courage d'aller jusqu'au risque du sacrifice. Il n'y a pas d'avenir sans le courage. Cela vaut pour nos vies personnelles comme pour l'existence des nations. Le confort auquel un homme ou un peuple est tenté de se laisser aller, c'est l'engourdissement fatal qui l'éloigne peu à peu de la vie. Les réalités sont parfois difficiles à admettre, mais jamais, jamais, elles ne disparaissent parce qu'on cesse de les regarder en face. Ne détournons pas le regard. La France est un grand pays. En 1944, elle avait un chef qui sut lui montrer le chemin. Le général de Gaulle qui, quelques années plus tard, réformera avec autorité nos institutions. Restons fidèles à son héritage. Cet homme, d'une dimension hors du commun, a su être populaire sans jamais être populiste. Il y est parvenu car il a dit la vérité aux Français même quand celle-ci était difficile à entendre. Il y est parvenu car il a appelé chacun de ses compatriotes à faire preuve de courage. Et le général de Gaulle a montré l'exemple. Et les Français l'ont suivi pour libérer la France, pour la reconstruire, pour la réindustrialiser, pour assainir ses finances et la doter d'une des meilleures armées du monde. L'histoire est un éternel recommencement. Ce que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont fait, nous pouvons le refaire. Nous devons le refaire. Michel Debré, résistant et premier chef du gouvernement de la Ve République, disait à ses contemporains, comme sans aucun doute possible, il nous dirait aujourd'hui, sans en changer un seul mot, ce que nous ne ferons pas pour nous-mêmes, pour notre liberté, pour notre dignité, pour la défense de nos intérêts ou pour notre sécurité, nul ne le fera. Aux côtés du général de Gaulle, Michel Debré était de cette génération qui avait vu la France s'effondrer en 1940 et se relever en 1944. Il était de la génération de ceux qui ont débarqué sur les côtes de Provence durant le mois d'août 1944 avec la volonté admirable de reprendre ensemble leur destin en main. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, une cérémonie commémorative, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, n'a de sens que si elle permet la transmission d'un héritage et l'expression d'un amour. Les Français qui sont morts au cœur de l'été 1944
et tous ceux qui ont péri durant les années de combat qui ont précédé ne se sont pas sacrifiés pour que quelques décennies plus tard, nous renoncions, nous, à relever le gant. Ensemble, trouvons la force d'affronter les difficultés qui se présentent et de les surmonter ensemble. Trouvons le courage de combattre l'adversité et de la vaincre. L'histoire n'est jamais finie. Nous en sommes les acteurs aujourd'hui et il n'appartient qu'à nous d'être à la hauteur de ceux qui nous ont précédés et que nous célébrons. Aimons tous la France, comme l'ont aimé les jeunes hommes qui ont débarqué sur les côtes de Provence il y a 81 ans. Vive la République et vive la France! Allocution de M. Aurélien Lopez Ligori, député de l'Hérault. Monsieur le sénateur, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs et mesdames les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les membres des associations patriotiques, chers porte-drapeaux, chers vacanciers, chers agatois, chers amis. Il y a 81 ans, le rugissement de la liberté montait de la Méditerranée. Sur les plages de Provence, les vagues apportaient des hommes venus briser les chaînes, des hommes venus reprendre la France. Pendant 4 longues années, notre pays a vécu l'occupation. 4 années de soumission au joug nazi, 4 années de privation, 4 années de peur. Et pourtant, la France a tenu. Dans les fermes, dans les ateliers, dans chaque foyer, l'espérance passait de cœur en cœur. Le 15 août 1944, 324 000 soldats, dont la plupart pieds noirs ou issus des soldats de nos colonies, posèrent le pied sur notre sol. Cette espérance se transforma alors en certitude. La France se relèverait. 10 jours plus tard, Paris est libre. De la mer au clocher de la capitale, la France se rassemble, se redresse, se libère. Ici, à Agde, cette histoire porte des noms. Jean Roger, Claude Vignet, Louis Bage, Charles Miquel, Daniel Richaud. Et derrière ces noms, tant d'autres, connus ou restés anonymes, qui ont tenu tête face à la nuit. Et puis les justes, ces Français qui au péril de leur vie ont caché, protégé, sauvé des familles juives. Ils n'ont pas baissé les yeux, leurs mains n'ont pas tremblé, leurs cœurs n'ont pas cédé. Et toujours aujourd'hui, de jeunes Français tombent en service pour que nous puissions vivre libres. Honneur à la maréchale des logis, Fanny Claudin, 23 ans, tombée cette année au Liban. Honneur au sergent Maxence Roger, 27 ans, tombé en Guyane. Honneur à l'aviatrice de première classe Lauriane Beg, 20 ans, tombée également en Guyane. Leur sang mêle passé et présent. Les morts d'aujourd'hui et d'hier nous rappellent une vérité. La paix est fragile. Et les menaces sont là. Le terrorisme islamiste, les conflits à nos frontières, la haine de la France, l'insécurité, le mépris de nos lois, de nos valeurs et de nos traditions. Les temps sont durs. Le doute et la résignation peuvent s'immiscer dans nos cœurs et dans nos foyers. Alors, rappelons-nous de ceux qui débarquèrent pour nous libérer. Pensons à tous ces Français qui nous défendent aujourd'hui à travers le monde, pour qui le fatalisme n'a jamais été une option. En 1944, nos anciens ont trouvé
qu'avec de la volonté, tout est possible. À nous, aujourd'hui, d'avoir ce même courage pour bâtir l'avenir. Agissons, protégeons, transmettons, ici, maintenant. Honneur à tous ceux qui sont tombés, honneur à ceux qui se battent, et pour que toujours résonne, vive Agde et vive la France! Allocution de M. Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault. Monsieur le maire, cher Sébastien, cher ami, je voudrais te saluer, toi et toute l'équipe municipale, avec un mot tout particulier pour Robert Krabal, adjoint au maire en charge de la mémoire et du monde patriotique. Monsieur le député, cher Aurélien, je voudrais saluer les officiers, les sous-officiers de l'armée, les militaires du rang, une pensée toute particulière pour les OPEX. Je voudrais saluer les militaires d'active et naturellement les militaires en retraite, les associations mémorielles patriotiques, les ordres de la République, les représentants de la police nationale, de la police municipale, de la gendarmerie, et vous saluer vous toutes et vous tous ici présents. Je voudrais commencer par dire merci. Merci d'abord à Sébastien Frey et à son conseil municipal, parce que oui, cher Sébastien, j'ai le regret de te dire que vous êtes la seule commune de tout le département qui célèbre chaque année le débarquement de Provence. Et s'il y a des journalistes ici présents, vous le savez, la presse est libre, mais la presse peut se faire l'écho de nos allocutions. Et donc si la presse veut tout simplement dire que mon vœu le plus cher serait que d'autres communes dans notre département célèbrent aussi le débarquement de Provence. C'est important de le faire parce qu'il s'agit de ces 300 000 hommes, parmi lesquels il y avait quand même 10 000 femmes, ne les oublions pas, qui ont débarqué sur les plages de Provence pour libérer le sud-est entre Toulon et Nice dans la nuit du 14 au 15 août 1944. Je voudrais ensuite dire merci à l'ensemble du public qui est présent, les Agatois, les Agatoises, mais aussi les touristes. Vous le savez, lorsqu'il y a une cérémonie patriotique, une cérémonie républicaine comme celle que nous partageons ce matin, il y a celles et ceux qui viennent par obligation protocolaire. Il y a celles et ceux qui viennent par obligation associative. Et puis il y a les hommes et les femmes, comme vous, qui auriez pu rester chez vous ce matin, profiter un peu plus de la quiétude de votre foyer ou aller à la plage. Vous avez fait le choix cette année encore de venir participer à cette cérémonie. Et je tenais à vous dire merci du fond du cœur, parce qu'une cérémonie n'a pas de sens si jamais il n'y a pas le public qui répond présent. Si c'est pour se retrouver entre représentants des institutions, elle perd tout son sens. Et ici à Agde, chaque année, lorsque je viens, je prends plaisir à constater la présence nombreuse des Agatois et des Agatoises, mais aussi des touristes et même des collègues élus d'autres régions, notamment de Saône-et-Loire, un adjoint au maire qui est de Mont-Solémine, qui est venu tout à l'heure se présenter et me saluer. Donc merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être là. Vous donnez du relief, vous donnez tout son sens à cette cérémonie. Je voudrais vous dire que ce débarquement de Provence n'allait pas de soi. Et s'il a eu lieu, c'est grâce au général de Gaulle. Car vous le savez, dans les livres d'histoire, il est très clairement établi que Churchill n'était pas très favorable à ce débarquement de Provence. Il était plutôt favorable à ce que les Alliés concentrent les forces sur le front italien. Mais le général de Gaulle a insisté, et il a eu raison d'insister, puisque c'était la France qui a apporté le contingent le plus important sur ces 300 000 militaires qui débarquaient sur les côtes de Provence. Cela a été admirablement rappelé, 250 000 hommes et femmes qui venaient des colonies d'Afrique du Nord, avec un salut tout particulier pour les pieds noirs, mes amis pieds noirs, auxquels nous devons tant. Et puis, ces jeunes qui avaient été justement appelés à servir la mère patrie. Ils venaient d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas tous sénégalais, mais qui venaient de plusieurs pays d'Afrique noire, du Mali. Quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu le Mali, quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu le Sahel, ça me fait mal au cœur. Ils venaient aussi d'Indochine, ils venaient des territoires ultramarins. Et c'est grâce à leur bravoure, à leur courage, que cette opération a réussi.
Elle a réussi, elle a été particulièrement performante, puisqu'en quelques jours, les militaires qui débarquaient sous l'autorité du maréchal Lattre de Tassigny remontaient la vallée du Rhône et ils avaient rendez-vous pour faire la jonction avec les Alliés qui avaient débarqué en Normandie pour libérer Paris. Mais ils ont été tellement vite qu'ils ont libéré plusieurs villes et plusieurs départements de la région Rhône-Alpes, de la région Bourgogne-Franche-Comté, avant d'arriver sur le front de l'Est pour certains et pour d'autres d'entrer dans Paris et de libérer Paris. Se retrouver ici pour commémorer cela et le rappeler finalement, si c'est uniquement pour rappeler le passé, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons entendu cette leçon et cette mise en garde de Paul Éluard, le poète qui disait « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons ». Et si l'écho de cette histoire, de cette épopée militaire fantastique faiblit, ça veut dire que ce sont ces hommes et ces femmes qui périront une nouvelle fois. Ils sortiront de la mémoire nationale. En sortant de la mémoire humaine, ils sortent de la mémoire nationale. Les célébrer, commémorer ce débarquement, c'est tout simplement leur dire qu'ils sont toujours présents dans nos discours, dans nos mémoires, dans nos cœurs. Le dire aussi, c'est témoigner de notre volonté farouche, qui a été partagée par ces hommes et ces femmes. Aujourd'hui, notre pays est confronté à plusieurs périls et plusieurs défis. Le fanatisme, le terrorisme, l'islamisme, mais il est confronté aussi à des défis qui sont nouveaux qu'on ne pensait pas vivre. Lorsque les alliés d'hier, la Russie et les États-Unis en particulier, s'assoient sur le droit international et sur les grands principes du droit international, lorsque dans telle ou telle contrée du monde, des États qu'on prétendait démocratiques ou qui se prétendaient comme tels, ne respectent pas le droit de la guerre et la protection due aux enfants, aux civils et aux journalistes. Cela nous témoigne de la gravité de la situation. Alors il y a deux possibilités. La première qui consiste à se résigner, à renoncer, à courber l'échine et de dire ça se passe ailleurs où nous allons faire avec. Faire avec, c'est ce qui s'est passé à Munich, lorsque les dirigeants de l'Union européenne de l'époque sont allés et finalement ont courbé l'échine face au diktat d'Hitler. Et puis il y a une autre voie qui est la voie de la résistance. La résistance à cette fatalité, la résistance à la résignation. C'est pas facile, c'est même très difficile. Cela passe par les décisions nationales, donner les moyens à notre armée. Parce que demain, si la France est menacée, elle ne pourra pas compter, comme hier, sur ses alliés. Il faudra qu'elle compte d'abord sur elle-même. Expliquer que notre salut viendra de l'Union européenne et de l'armée européenne, moi je suis un Européen convaincu. Mais j'ai pour habitude de dire « aide-toi et le ciel t'aidera ». Commençons par investir et par aider nos militaires et ensuite peut-être que nos alliés et pays voisins nous aideront. Résister, c'est aussi un état d'esprit qui doit nous accompagner chaque jour, nous, citoyens et citoyennes de ce beau pays, de ce grand pays, de ce vieux pays qui s'appelle la France, qui a toujours occupé une place singulière dans le concert des nations. Quand aujourd'hui, au Sénat, nous recevons le président du Sénat ukrainien, il nous dit, lorsque nous avons été envahis par la Russie, nous avons guetté les réactions des capitales européennes. Mais parmi toutes les capitales européennes et parmi tous les pays, il y en avait un seul que nous avons scruté, que nous avons espéré, que nous avons attendu, c'était la voix de la France. Parce que la France représente une voix à part, une voix différente, une voix singulière, à travers ce qu'elle a pu vivre et à travers ce qu'elle a pu accomplir pour surmonter les épreuves de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, la reconstruction du pays, le modèle social, l'État-providence. Et puis, la France a toujours eu vocation à porter un message universel, un message adressé à son peuple, au peuple français, mais au peuple du monde entier. Résister à l'état du monde, résister à la paresse, résister à la fainéantise, qui sont souvent un refuge pour les gens qui ne veulent pas faire d'efforts, c'est finalement dire, c'est pas grave, ce n'est qu'un geste maladroit lorsque quelqu'un, aviné ou pas, va allumer sa cigarette avec la femme du soldat inconnu sur les Champs-Élysées. Nous devons résister à tout cela. Ce sont des petits accros
qui parfois viennent entailler plus profondément qu'on ne le voit notre drapeau, qui viennent remettre en cause plus gravement qu'on le croit notre pacte républicain et notre cohésion sociale. Je vais conclure pour ne pas être trop long en vous disant que la France est un combat de chaque jour. Est un combat de chaque jour pour maintenir ce pays debout, pour lui donner une vocation à durer, à se projeter dans le futur, pour le léguer au moins aussi bien que nous les avons reçus aux générations qui viennent. Nous avons une responsabilité toute particulière, nous qui sommes dépositaires de cette histoire, dépositaires de cette mémoire, dépositaires de cet héritage, de le transmettre aux générations qui viennent. Et peut-être, j'ai le droit d'espérer et de rêver, peut-être, qu'en travaillant tous ensemble, quelles que soient nos différences, peut-être que ce pays, nous pourrions nous rendre et le transmettre un peu meilleur que nous l'avons reçu. En tout cas, c'est le vœu que je formule pour moi, pour vous tous, et surtout pour notre pays. Vive Agde, vive la République et vive la France. Dépôt de gerbe pour le monde combattant. Dépôt de gerbe de l'amicale des Français d'Afrique du Nord. Dépôt de gerbe de la ville d'Agde. Dépôt de gerbe de Monsieur le député de l'Hérault. Dépôt de gerbe de Monsieur le sénateur de l'Hérault.
remerciements des autorités dépositaires des gerbes, aux porte-drapeaux et aux piquets d'honneur.